Chapitre 1, le retour des guerriers. Le sergent-chef Victor Steele ajusta une dernière fois sa veste tactique tandis que le soleil afghan teintait l'horizon d'un rouge cramoisi. 23 ans de service militaire, 15 déploiements et d'innombrables opérations secrètes l'avaient forgé pour devenir plus résistant que le sable du désert sous ses bottes. À 45 ans, ses cheveux grisonnants et son visage buriné racontaient des histoires qui n'apparaîtraient jamais dans les rapports officiels. Le dernier officier de patrouille interpella le lieutenant Rodriguez de l'autre côté de la base d'opération avancée. « Demain, votre état pour de bon. » Victor hocha la tête, mais ne sourit pas. Rentrer chez lui signifiait retrouver sa femme Bridget et son fils de 17 ans, Danny, à Boulder Creek, en Californie. Les lettres de la famille s'étaient raccourcies au fil des mois. Les mots autrefois chaleureux de Bridget étaient devenus froids et distants. Leurs appels vidéo étaient devenus des préambules, ponctués de silences gênés et de conversations forcées sur les ragots du quartier et la dernière année de Danny. Leur mariage avait été difficile avant ce déploiement. Bridget, agent immobilier aspirant à l'ascension sociale, s'était lassée de l'imprévisibilité de la vie militaire. Elle avait commenté le fait de gâcher ses meilleures années à attendre un homme qui, de toute façon, n'était jamais vraiment là. Victor avait espéré que ce dernier déploiement leur donnerait à tous deux le temps de réfléchir, de peut-être sauver ce qu'ils avaient construit en 18 ans ensemble. Mais les soldats apprenaient à lire entre les lignes, et Victor voyait les signes de danger depuis des mois. Son téléphone satellite vibra, un texto de Danny. « J'ai hâte que tu rentres, papa. Les choses ont été différentes ici. » Victor fronça les sourcils en regardant l'écran. Danny était habituellement plus expressif, plus excité par le retour de son père. Le garçon vénérait son père. Depuis toujours. Victor lui avait appris la chasse, la pêche et le combat. Des compétences qui avaient donné à Danny confiance et respect parmi ses pairs. Mais quelque chose dans ce message sonnait faux. Le transport pour la base aérienne de Ramstein partirait à 6 heures. Victor passa sa dernière nuit en Afghanistan à nettoyer ses armes personnelles, un rituel qui apaisa son esprit. Ses mains se déplaçaient automatiquement sur l'acier, une mémoire musculaire acquise au fil de décennies d'entraînement. Il avait survécu au combat à Fallujah, traqué des insurgés dans les montagnes de l'Est de l'Afghanistan et éliminé des cibles dont les noms resteraient à jamais secrets. Tout en travaillant, Victor repensait à l'homme qu'il était devenu. L'armée avait pris un jeune de 19 ans issu d'une région rurale du Montana et l'avait transformé en quelqu'un de différent, conçu pour survivre et réussir là où d'autres échouaient. Il avait appris la patience, la planification et, si nécessaire, une efficacité redoutable. Ses évaluations psychologiques étaient toujours les mêmes, très performant sous stress. Esprit tactique exceptionnel, code moral solide, mais pragmatisme dans l'exécution. Le téléphone sonna, le tirant de ses pensées. Numéro inconnu. Ici, c'est de l'acier. Respiration haletante. Puis la voix de Danny, à peine un murmure. Papa. Papa, tu es là? Danny, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas parler longtemps. Ils ne savent pas que j'ai réussi à faire fonctionner le vieux téléphone de maman. Papa, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Maman se comporte bizarrement. Et il y a ces types qui arrivent. On dirait des mauvaises nouvelles. Papa, de très mauvaises nouvelles. Le sang de Victor se glaça. Son instinct paternel lui criait danger, mais son esprit tactique percevait la peur dans la voix de son fils. Une véritable terreur, pas un drame d'adolescent. Quel genre de gars, Danny? Raconte-moi exactement ce que tu as vu. Des costauds, des tatouages. Ils conduisent ce SUV noir et parlent à maman quand ils pensent que je ne les entends pas. L'un d'eux a une cicatrice en travers de la gorge et il regarde sans arrêt des photos de toi. Papa, je crois que la ligne est coupée. Victor essaya de rappeler immédiatement. Pas de réponse. Il essaya une ligne fixe, mais sans succès. Ses tentatives pour joindre le portable de Bridget tombèrent directement sur la messagerie vocale. Pour la première fois depuis des années, le sergent-chef Victor Steele ressentit une véritable peur. Non pas pour lui-même, mais pour son fils. Et sous cette peur, quelque chose d'autre commença à brûler. Quelque chose qui l'avait maintenu en vie à travers d'innombrables batailles et qui lui serait bien utile quoi qu'il arrive à la maison. Chapitre 2. Le piège révélé. Le vol commercial de Francfort à San Francisco lui sembla une éternité. Victor avait réussi à obtenir un surclassement en classe affaires grâce à des surclassements militaires, mais le confort était bien la dernière de ses préoccupations.
Chaque heure sans contact avec Danny lui faisait l'effet d'un couteau dans le ventre. Il essaya d'appeler son beau-frère Kevin, qui habitait à 20 minutes de chez Victor, mais Kevin prétendit n'avoir vu ni Bridget ni Danny depuis des semaines. Quelque chose dans la voix de Kevin semblait étrange aussi. Nerveuse, évasive. Kevin avait toujours été franc avec Victor, même lorsqu'il lui annonçait de mauvaises nouvelles familiales lors de précédents déploiements. Le téléphone de Victor vibra alors que l'avion entamait sa descente vers SFO, le numéro de Dee. Mais lorsqu'il décrocha, la voix qui l'accueillit n'était pas celle de son fils. « Papa rentre à la maison », dit une voix grave d'une douceur fausse. « On attend. »« Qui est-ce ? Où est mon fils ?» Une autre voix se fit entendre. Celle de Danny, m'étendue par la terreur. « Papa, ne rentre pas. C'est un piège. »« Maman, tais-toi. » La voix grave revint. « Voilà comment ça marche, jeune soldat. Ta femme bien-aimée a de nouveaux amis, et nous avons eu des conversations vraiment intéressantes à ton sujet. On dirait que tu vaux plus mort que vif pour certaines personnes. » L'entraînement de Victor fit effet. Il activa l'application d'enregistrement vocal sur son téléphone tout en gardant une expression neutre pour les autres passagers. « Ton garçon a été d'une grande aide pour tout organiser. » La voix continua, « N'est-ce pas, Danny ? Dis à papa ce que tu as fait. » La voix de Danny se brisa de sanglots. « Papa, ils m'ont obligé. Ils ont dit qu'ils feraient du mal à maman si je ne le faisais pas. J'ai dû leur donner tes horaires de patrouille, tes dates de retour, tout. Ils m'ont obligé à tout organiser. »« Quoi, Danny ? » ?»« L'embuscade. Ils allaient faire croire que tu étais mort là-bas, mais tu es rentré trop tôt. Maintenant, ils vont. » Assez. La voix grave revint. « Changement de plan, Victor. Tu vas rentrer à la maison comme un bon mari. J'entre directement chez toi, et on va se retrouver pour une petite réunion de famille avec des battes de baseball. Ton fils va suivre chaque seconde. » La ligne fut coupée à l'atterrissage. Victor était assis dans la pénombre de l'aéroport de San Francisco, son esprit explorant les possibilités. Ce n'était pas un hasard. Bridget avait orchestré quelque chose, mais pourquoi ? L'argent de l'assurance était le mobile évident, mais elle ne s'était jamais intéressée aux indemnités de décès des militaires. Il devait y avoir autre chose. Il pensa à la voix, contrôlée par un professionnel. Ce n'étaient pas des voyous ni des criminels. C'étaient des gens organisés, méthodiques, le genre de personnes qui planifient des opérations et les exécutent avec précision. En attendant sa correspondance pour Sacramento, Victor passa une série d'appels. D'abord à son ancien chef d'équipe de la Delta Force, qui travaillait désormais dans la sécurité privée au Colorado. Ensuite, à un contact du FBI qui lui devait une faveur suite à une opération conjointe en Syrie. Enfin, à son avocat, lui laissant un message vocal détaillé sur sa situation actuelle. Puis il appela un numéro qu'il espérait ne jamais utiliser. Son ancien commandant, le colonel A, qui dirigeait désormais un cabinet de conseil spécialisé dans la résolution de problèmes pour les militaires retraités. « Jésus d'acier, je croyais que vous étiez encore en mission. Changement de plan, monsieur. J'ai besoin d'une faveur. De plusieurs faveurs, en fait. » Victor expliqua la situation avec une concision militaire. Et écouta sans l'interrompre, puis soupira. « Fils, on dirait un coup de maître déguisé en drame familial. Tu es sûr pour ta femme ? » ?»« Non, monsieur. Je ne suis sûr de rien, mais mon fils est en danger, et j'ai besoin de savoir qui tire les ficelles avant de me lancer dans ce qu'ils ont monté. Donnez-moi 2 heures. J'aurai tout ce que je peux trouver sur les activités récentes de votre femme, ses dossiers financiers et ses nouveaux associés. » Et Victor, « Oui, monsieur. N'y allez pas seul. Ce qui vous attend à la maison est plus grave qu'une femme infidèle et des voyous. » Victor embarqua pour son dernier vol avec la compréhension croissante que sa guerre ne s'arrêtait pas. Elle changeait juste de théâtre. Alors que l'avion décollait pour Sacramento, il commença à se préparer mentalement au genre d'opération qu'il espérait abandonner à jamais. Mais certaines compétences, une fois acquises, ne s'effacent jamais. Et certains ennemis, une fois identifiés, ne méritent jamais la pitié. Chapitre 3. Reconnaissance et découverte. Victor loua une Honda Civic quelconque à l'aéroport international de Sacramento et conduisit les 2 heures jusqu'à Boulder Creek dans un silence complet. Son esprit cataloguait chaque détail du chemin du retour. Il était parti depuis 8 mois,
mais sa mémoire le guidait à travers les virages familiers de son quartier comme s'il n'était jamais parti. À 0 heure, il se gara à 6 pâtés de maison de chez lui et s'approcha à pied, avançant dans l'ombre avec un silence de 20 ans d'opération nocturne. Sa maison était située sur un terrain d'angle avec une bonne visibilité. C'était l'une des raisons pour lesquelles il l'avait choisi des années auparavant, et maintenant il l'observait comme une cible. 3 véhicules qu'il ne reconnaissait pas, le SUV noir mentionné par Danny, une camionnette blanche et une berline sombre. Une mise en scène professionnelle. Grâce à ses jumelles, il pouvait voir le mouvement à l'intérieur. Au moins 4 silhouettes, peut-être plus. Les rideaux du salon étaient tirés, mais la lumière filtrait par les bords. Quelqu'un était réveillé et attendait. Victor fit le tour de la propriété, notant les issues de secours et les positions défensives. La porte coulissante présentait des traces d'effraction, des rayures autour de la serrure, un cadre tordu. Ces gens étaient là depuis des jours, peut-être des semaines. Son téléphone vibra, un SMS du colonel et lui parvint. Dossier d'information en cours. Votre femme a été occupée. Vérifiez votre messagerie sécurisée. Victor se retira dans un restaurant ouvert 24h24 en centre-ville et ouvrit sa messagerie cryptée sur un ordinateur portable acheté en espèces. Ce qu'il découvrit le glaça. Bridget n'avait pas seulement triché, elle planifiait depuis des mois. Les relevés bancaires faisaient état de retraits importants d'espèces, de rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les indemnités d'essais militaires et, plus grave encore, d'une assurance vie souscrite sur Victor quelques jours avant son déploiement. La bénéficiaire n'était pas seulement Bridget. Elle était partagée entre elle et un certain Garrett Thorne. Victor serra les dents en lisant le dossier de Thorne. Ancien marine, renvoyé pour agression, arrestation multiple pour escroquerie solitaire et intimidation, actuellement employé par une société de sécurité privée spécialisée dans le recouvrement de créances et la résolution de conflits. Le genre d'entreprise qui ne posait pas de questions et ne laissait pas de témoins. Mais la véritable révélation est venue du document final. Les transcriptions des conversations téléphoniques entre Bridget et Thorne au cours des 3 derniers mois, obtenues par des méthodes que Victor ne voulait pas examiner de trop près. L'assurance paie double en cas de décès accidentel. La voix de Bridget, froide et calculatrice. Faire passer cela pour une action ennemie ou un accident d'entraînement. Et le gamin? La voix de Thorne, le même ton grave que lors de l'appel téléphonique. Danny ne sait rien. Après le départ de Victor, je lui dirai que son père est mort en héros. Il y croira. Et s'il n'y croit pas, un silence, puis la voix impassible de Bridget. Ensuite, il faudra s'assurer qu'il y croit. Victor ferma l'ordinateur portable et s'assit dans le box du restaurant, les mains tremblantes de rage. Pas seulement une trahison, un complot pour l'assassiner, lui et potentiellement son fils. Bridget n'était pas seulement une épouse infidèle. C'était une prédatrice calculatrice qui avait passé des mois à orchestrer sa mort. La serveuse lui resservit du café et remarqua son expression. « Ça va, chérie ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Victor leva les yeux vers elle et, l'espace d'un instant, elle recula devant ce qu'elle voyait dans ses yeux. « Pas un fantôme, dit-il doucement, se rappelant simplement qui j'étais. » À 5h30, le téléphone de Victor sonna. Encore le numéro de Danny. « Papa. » La voix de son fils, à peine audible. « Ils se préparent pour toi. Ils m'ont installé au sous-sol, mais je les entends parler. Ils vont faire croire à un cambriolage qui a mal tourné. Papa, ne rentre pas, s'il te plaît. Danny, écoute-moi bien. Peux-tu sortir de la maison? Non. Ils ont quelqu'un qui surveille la porte du sous-sol. Papa, il y a autre chose. Maman, elle n'est pas celle que tu crois. Elle prépare ça depuis des mois. Je l'ai entendue, elle est ce type épineux, parler d'argent d'assurancer. De recommencer ailleurs. Depuis combien de temps le sais-tu? Depuis le mois dernier. Je l'ai confrontée à ce sujet et elle a fondu en larmes. Elle a dit qu'elle était désolée, mais qu'il était trop tard pour arrêter. Elle a dit que tu ne lui pardonnerais jamais ce qu'elle avait fait, alors elle devait aller jusqu'au bout. L'esprit tactique de Victor a traité cette information avec une efficacité froide. Bridget avait raison sur un point. Il ne lui pardonnerait jamais, mais elle a commis une grave erreur de jugement quant à ce que cela impliquait pour son avenir. Danny, je vais te sortir de là. Mais quand je le ferai, les choses vont très mal tourner pour ceux qui te retiennent. Tu comprends? Oui, monsieur. Et Danny, quoi qu'il arrive,
Quoi que tu vois, souviens-toi que tout ce que je fais, c'est pour te protéger. Peux-tu me faire confiance? Un silence. Papa, tu as changé d'avis. Victor regarda son reflet dans la vitrine du restaurant. Le visage du sergent-chef Victor Steele, un homme formé pour éliminer les menaces à la sécurité nationale. Un homme qui avait tué pour son pays et s'apprêtait à tuer pour sa famille. Je suis différent, mon fils. Je suis ce que je dois être. Alors que le soleil se levait sur Boulder Creek, Victor commença à planifier une opération qui ferait passer ses missions militaires pour des exercices d'entraînement. Car il ne s'agissait pas de sécurité nationale ou d'ennemis étrangers. C'était personnel. Chapitre 4, la partie d'échecs du soldat. Victor passa la journée à surveiller et à planifier depuis une chambre de motel à l'autre bout de la ville. Utilisant des techniques apprises lors d'opérations antiterroristes, il cartographia chaque détail des routines, des capacités et des faiblesses de ses adversaires. À midi, il avait identifié les acteurs. Garrett Thorne, le meneur de jeu, plus 3 associés qui se relayaient pour surveiller la maison. Tous anciens militaires ou policiers, tous avec un casier judiciaire, des tueurs professionnels déguisés en agents de recouvrement. Mais Victor avait des avantages qu'ils ignoraient. 23 ans de service militaire l'avaient connecté à un réseau de spécialistes qui devaient des faveurs ou pouvaient être persuadés d'aider un frère dans le besoin. Son téléphone sécurisé vibrait de confirmation tandis que les pièces du puzzle se mettaient en place. Son premier appel fut adressé à Tommy Rodriguez, un ancien tireur d'élite des Marines travaillant désormais comme guide de chasse dans le Montana. J'ai besoin d'une surveillance sur une cible résidentielle. Surveillance non létale seulement jusqu'à mon ordre. Combien de cibles, Victor? 4 confirmés, peut-être des agents de sécurité plus professionnels, armés et dangereux. Quand tu as besoin de moi, j'ai eu besoin de toi hier. Je serai là avant minuit. Le deuxième appel fut adressé à Maria Santos, une ancienne officier du renseignement de l'armée de l'air qui dirigeait maintenant une société d'enquête privée. J'ai besoin d'informations complètes sur ces 4 individus, ainsi que d'une analyse financière des activités récentes de ma femme. Victor, on dirait que tu prépares quelque chose d'illégal. Je prévois de protéger mon fils de ceux qui veulent nous tuer tous les deux. La légalité est secondaire. Un instant. Envoie-moi les dossiers. Tu auras tout ce soir. Le troisième appel fut le plus difficile pour son jeune frère, Rick, adjoint au shérif du comté de Boulder. Victor, bon sang, je te croyais encore à l'étranger. Bridget dit, qu'a dit Bridget? Que tu prolongeais ton déploiement. Tu ne seras peut-être pas de retour avant des mois. Elle parut soulagée. Victor expliqua la situation sans rien omettre. Lorsqu'il eut terminé, Rick resta silencieux un long moment. Bon Dieu Victor. Tu parles d'un complot pour commettre un meurtre. Il faut faire intervenir le FBI et placer Danny en détention préventive. Rick, le temps que les agents fédéraux règlent les questions de compétences et les exigences du mandat, mon fils pourrait être mort. Ces gens planifient ça depuis des mois. Ils n'hésiteront pas à éliminer les témoins. Alors, que proposes-tu? Une sorte de justice d'autodéfense. La voix de Victor devint froide. Je propose de neutraliser les menaces contre ma famille en utilisant la force appropriée. Ce qu'il advient des menaces après neutralisation est leur problème, pas le mien. Côté Rick, tu me demandes de fermer les yeux pendant que tu commets un meurtre. Je te demande d'être ailleurs quand justice sera rendue. Un autre silence. Victor, tu es mon frère et je t'aime, mais Danny est ton neveu. Ces gens veulent le tuer aussi. Vas-tu laisser faire ça à cause de procédures bureaucratiques? Bon sang. Donne-moi 12 heures avant de faire quoi que ce soit. Laisse-moi au moins essayer de faire sortir Danny légalement. Tu as 6 heures. Après, je ferai les choses à ma façon. À 18 heures, Victor reçut les renseignements de Maria Santos. Les informations étaient accablantes et exhaustives. Bridget avait planifié la mort de Victor avant même son déploiement, utilisant l'argent de l'assurance pour financer une nouvelle vie avec Thorne au Costa Rica. Mais ce n'était pas tout. Danny n'était pas seulement un témoin à éliminer. Il était la victime collatérale d'un complot plus vaste. La liaison de Bridget avec Thorne avait commencé 2 ans plus tôt, et elle avait peu à peu empoisonné l'esprit de Danny contre son père, lui disant que Victor ne les aimait pas assez pour quitter l'armée, qu'il préférait la guerre à sa famille. La manipulation psychologique avait été subtile mais persistante. Les notes de Danny avaient chuté.
Il avait quitté l'équipe de football et avait commencé à se battre à l'école. Les signes classiques d'un adolescent en proie à un stress émotionnel intense. Mais les enregistrements ont révélé la vérité. Danny défendait son père contre les critiques constantes de Bridget, refusant de croire que Victor abandonnerait sa famille. La loyauté du garçon en faisait un handicap dans le plan de Bridget. Le téléphone de Victor vibra, accompagné d'un SMS de Rick. Pas de chance avec les services familiaux ni avec le FBI. Ils veulent traiter cette affaire comme une dispute conjugale jusqu'à ce qu'un crime soit commis. Vous savez ce que ça signifie. Victor le savait parfaitement. Le système laisserait son fils mourir en suivant les procédures appropriées. À 2000 h, Tommy Rodriguez a appelé. Je suis en position. Votre maison est clairement assiégée. Pour les ennemis, les équipes tournantes sont des armes militaires. Votre fils est au sous-sol, mais il a l'air en bonne santé. Votre femme est à l'étage avec le chef. Ils ont ce qui ressemble à une vive dispute. À propos de quoi? Je n'entends rien, mais son langage corporel suggère qu'elle a des doutes. Il n'est pas content. Victor a traité cette information avec une précision tactique. Le doute de Bridget pouvait être une opportunité ou une complication. Quoi qu'il en soit, cela signifiait que le calendrier s'accélérait. Tommy, j'arrive à 2 h. Quand tu verras mon signal, allume quiconque tente de quitter la maison. Bien reçu, Victor. Ces types ne sont pas des amateurs. Tu es sûr de vouloir faire ça seul? Victor vérifia son équipement une dernière fois. Armes, équipement tactique et des objets qui feraient la fierté de ses anciens instructeurs de la Delta Force. J'ai été seul pendant 8 mois pendant que ma famille était en danger. Il est temps de les ramener à la maison. À l'approche de minuit, Victor commença ses derniers préparatifs. Il ne s'agissait plus seulement de sauver Danny. Il s'agissait d'envoyer un message à tous ceux qui pensaient pouvoir menacer sa famille et survivre pour le dire. Le soldat rentrait chez lui et il apportait la guerre avec lui. Chapitre 5. Infiltration et révélation. À 1 h 30, Victor s'approcha de sa maison pour la deuxième fois, mais cette fois avec une détermination mortelle. La voix de Tommy Rodriguez grésillait dans son oreillette. Surveillance en position. 2 cibles au rez-de-chaussée, une à l'étage avec ta femme, une dans la cuisine. Votre fils semble seul au sous-sol. Victor avait étudié les plans de sa propre maison, mémorisant chaque entrée, chaque ligne de vue, chaque avantage tactique. Ce que Bridget et ses complices ignoraient, c'est qu'il avait lui-même conçu les dispositifs de sécurité de la maison, y compris plusieurs modifications qui ne figuraient sur aucun plan officiel. Le premier point d'entrée se trouvait par le vide sanitaire sous la maison, un chemin qui reliait le sous-sol par un panneau caché que Victor avait installé des années auparavant en cas d'urgence. Il n'aurait jamais imaginé l'utiliser pour sauver son propre fils des griffes de sa femme. Se déplaçant avec un silence d'entraînement, Victor naviguait dans l'espace étroit sous sa maison, guidé par une petite lampe torche tactique. Le sous-sol était juste au-dessus et il entendait du mouvement. Les pas agités de Dee dans le creux de la chaise où son garde était posté. Victor accéda au panneau caché et tendit l'oreille. Des pas rythmés et ennuyés. Le garde marchait selon un schéma, probablement en train de consulter son téléphone ou de lutter contre le sommeil pendant son quart de nuit. À travers l'ouverture, Victor aperçut Danny assis sur un vieux canapé, les mains liées par une fermeture éclair, mais alerte et indemne. Le gardien du sous-sol était jeune, peut-être 25 ans, avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais affronté de véritable prédateur. Il était armé d'un pistolet, mais son attention était partagée entre son prisonnier et un jeu vidéo sur smartphone. Victor attendit que le gardien lui tourne le dos, puis émergea du panneau d'un mouvement fluide. Le gardien eut juste le temps d'enregistrer le mouvement avant que la main de Victor ne se referme sur sa bouche et qu'une prise de sommeil ne lui coupe l'air. En 15 secondes, le gardien était inconscient. « Papa » murmura Danny, les yeux écarquillés de soulagement et de terreur. Victor coupa les liens de son fils et l'attira contre lui. « Tu es blessé ?»« Non, juste effrayé. »« Papa, maman est en haut avec ce type à épines. Ils se disputent depuis des heures. Elle n'arrête pas de dire qu'elle veut tout arrêter. Et il n'arrête pas de lui dire qu'il est trop tard. Combien d'autres ? 3 autres types. 2 en bas, un surveillant la porte de derrière. Papa, ces types sont des professionnels. Ils ont tout planifié à la minute près. L'oreillette de Victor grésilla. Du mouvement à l'étage. On dirait que ta femme essaie de quitter la chambre.
La cible numéro 1 la retient. Victor serra les mâchoires. Quoi que Bridget ait prévu. Soit elle avait de sérieux doutes, soit elle essayait de manipuler la situation à son avantage. Quoi qu'il en soit, cela ne changeait rien à ce qui devait arriver. Danny, j'ai besoin que tu traverses ce panneau et que tu attendes dans le vide sanitaire jusqu'à ce que je vienne te chercher. Papa, qu'est-ce que tu vas faire? Victor regarda son fils, voyant l'adolescent qu'il avait laissé derrière lui 8 mois plus tôt, mais aussi l'homme qu'il était en train de devenir. Je vais mettre fin à tout ça ce soir pour toujours. Vas-tu les tuer? La question flottait entre eux. Victor songea à mentir, à protéger son fils de la vérité sur ce qui allait arriver. Mais Danny méritait l'honnêteté. Oui. Danny hocha lentement la tête. Bien. Ils allaient nous tuer tous les deux. Tandis que son fils disparaissait dans le vide sanitaire, Victor ressentit un mélange de fierté et de tristesse. Fierté que Danny ait compris les enjeux. Tristesse qu'il y soit obligé. Victor ligota et bâillonna le garde inconscient, puis se dirigea vers l'escalier du sous-sol. Par son oreillette, Tommy lui fit le point sur la situation. La cible numéro 2 est dans la cuisine en train de préparer du café. La cible numéro 3 est dans le salon, apparemment endormie sur une chaise. La cible numéro 1 et votre femme sont toujours à l'étage. Victor monta les escaliers avec une patience de prédateur. Le garde de la cuisine se découpait contre la fenêtre, remuant du sucre dans sa tasse, complètement inconscient que la mort approchait par derrière. L'interception fut rapide et silencieuse. Une hémorragie le fit perdre connaissance en quelques secondes. Victor traîna le corps derrière l'îlot de cuisine et se dirigea vers le salon. Le garde endormi ne dormait pas vraiment. Il somnolait par à-coups, la main posée sur un pistolet posé sur ses genoux. Victor l'observa un instant, remarquant les tatouages de gang, les cicatrices sur les articulations, le visage de quelqu'un qui avait fait du mal à des gens pour de l'argent. Celui-ci n'eut pas droit à la même douceur. Le couteau de combat de Victor atteignit la gorge du garde avec une précision chirurgicale, bloquant toute possibilité de donner l'alerte. L'homme mourut sans se réveiller. 3 personnes à terre. Chuchota Victor dans son micro. Bien reçu. La cible numéro 1 et votre femme se déplacent. On dirait qu'elles descendent. Victor se plaça dans l'ombre de l'escalier. Écoutant la dispute descendre vers lui. Je vous avais dit que c'était une erreur depuis le début. Disait Bridget, la voix tendue par l'émotion. Il n'est pas censé revenir tout de suite. Quelque chose s'est mal passé. Rien n'a mal tourné. La voix de Thorne, froide et professionnelle. Les plans changent. On s'adapte. Votre mari meurt ce soir. Vous touchez l'assurance et nous disparaissons comme nous en avions convenu. Mais Danny en a trop vu. Vous savez ce que ça veut dire? Victor a entendu la respiration haletante de sa femme. Vous aviez dit qu'on l'enverrait en pension. Cette herbe. J'ai menti. Ce gamin c'est tout. C'est un handicap. Non, je ne vous laisserai pas faire de mal à mon fils. Le rire de Thorne était rauque. Votre fils? Bridget? Tu essaies de le monter contre son père depuis 2 ans. Ce gamin te déteste plus qu'il ne déteste Victor. Il ne va pas taire ce qui s'est passé. Ils atteignirent le bas des escaliers et Victor les voyait clairement maintenant. Bridget avait l'air hagard, désespérée, loin de la femme sûre d'elle qu'il avait épousée. Thorne était exactement ce que Victor attendait, un tueur professionnel au regard froid et aux mains fermes. Où sont les autres? Demanda Thorne, remarquant ce silence inhabituel. C'est alors que Victor sortit de l'ombre. Ils sont indisposés, dit-il doucement. Thorne se tourna vers la voix, la main tendue vers son arme, mais il faisait face à un homme qui avait survécu à des échanges de tirs lors de 3 guerres différentes. Le premier coup de Victor toucha Thorne à l'épaule, le faisant pivoter. Le second lui brisa la rotule, le faisant tomber au sol. Bridget hurla et tenta de courir, mais la voix de Victor la stoppa net. Assieds-toi, Bridget. Il faut qu'on parle. Chapitre 6. Le règlement de compte commence. Bridget, figée dans le salon, fixait son mari comme si elle le voyait pour la première fois. D'une certaine manière, elle était l'homme qui venait de tirer sur Garrett Thorne. Ce n'était plus la même personne qui lui avait dit au revoir 8 mois plus tôt. C'était le sergent-chef Victor Steele en pleine action tactique, contrôlée, mortelle et absolument impitoyable. Thorne se tordait de douleur au sol,
serrant son genou brisé, son épaule saignant sans cesse. Espèce de salaud, Altateil. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Je sais exactement ce que j'ai fait, répondit Victor d'une voix conversationnelle. J'ai commencé à éliminer les menaces qui pèsent sur ma famille. L'oreillette de Victor grésilla. Des renforts arrivent. 3 véhicules venant du sud à grande vitesse. Arrivée prévue dans 5 minutes. Victor assimila cette information sans changer d'expression. Des renforts arrivaient, ce qui signifiait que cette opération était plus vaste que 4 tueurs à gages. Bridget, assieds-toi maintenant. Elle tituba jusqu'au canapé, le visage blême. Choc. Victor, je peux t'expliquer. Pas besoin d'explication. J'ai entendu les enregistrements. Je suis au courant pour la police d'assurance. Je suis au courant de ton plan pour nous tuer, Danny et moi. La seule question est de savoir si tu vas coopérer ou rejoindre ton petit ami par terre. Thorne essaya de parler, mais Victor le fit taire d'un regard qui promettait la violence. Qui vient ? Demanda Victor à sa femme. Combien d'autres personnes sont impliquées dans cette affaire ? Les mains de Bridget tremblaient. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Victor sortit son téléphone et réécouta l'une des conversations enregistrées. Bridget discutait de plans de secours avec Thorne, mentionnant les autres qui régleraient le problème. C'est ta voix, Bridget. Alors, je te le demande à nouveau, qui vient ? Les associés de Thorne, murmura-t-elle. Si quelque chose tournait mal, ils étaient censés faire croire à une invasion de domicile. Tuer tout le monde et incendier la maison. Victor hocha la tête, sans surprise. Combien ? 6, peut-être 8. Je ne sais pas exactement. Tommy, tu as bien reçu ? Victor parla dans son micro. Bien reçu. J'en compte 6. Des ennemis et 2 véhicules lourdement armés. Victor, tu dois sortir de là. Négatif. Je ne laisserai pas mon fils. Victor se tourna vers Bridget. Tu vas m'aider, que tu le veuilles ou non, car si Danny meurt ce soir, je m'assurerai que tu passes le reste de ta très courte vie à regretter d'être né. Bridget hocha la tête avec frénésie. Que veux-tu que je fasse ? D'abord, les rappeler. Dis-leur que la situation est sous contrôle. Je ne peux pas. Ils ne reçoivent pas d'ordre de moi. Thorne est leur chef. Victor baissa les yeux vers l'homme blessé. Ensuite, Thorne va prendre cet appel. Il s'agenouilla à côté de Thorne et pressa son couteau contre sa gorge. À toi de choisir, Garrett. Rappelle tes hommes ou je commence à te découper en morceaux jusqu'à ce que tu changes d'avis. Les yeux de Thorne brillaient de haine. Mais la douleur et la perte de sang avaient affaibli sa détermination. Ils ne veulent rien entendre. Les contrats ont déjà été payés. Ils finiront le travail, que je sois en vie ou non. Alors, tu viens de te porter volontaire. Être cuit. Victor hissa Thor sur ses pieds et le plaça devant la fenêtre du salon, l'utilisant comme bouclier humain. Dans son oreillette, il entendit l'évaluation tactique de Tommy. Des véhicules sont arrêtés à 2 pâtés de maison. Ils se déploient à pied. Tactique professionnelle. Équipement militaire. Tommy, à mon signal, élimine quiconque est à portée de tir. Non létal si possible, mais protège-toi d'abord. Bien reçu. Victor se tourna vers Bridget. Fais sortir Danny du sous-sol. On sort par l'arrière. Où allons-nous ? Un endroit sur où nous pourrons terminer cette conversation sans interruption. Alors que Bridget se dirigeait vers le sous-sol, le téléphone de Victor vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. Nous avons encerclé la maison. Envoyez Thorne et la femme, et nous vous laisserons en vie, toi et le garçon. Victor sourit d'un air sombre et répondit, contre-offre. Tu as 60 secondes pour quitter ma propriété avant que je commence à distribuer des morceaux de corps. La réponse fut immédiate. Tu es 8 fois moins nombreux. Sois intelligent. La réponse de Victor était simple. Je suis un agent de la Delta Force qui a passé 23 ans à tuer des gens plus dangereux que toi. 60 secondes sont devenues 30. Il s'approcha de la fenêtre et tira un seul coup de feu dans l'obscurité. Pas sur une cible, mais comme un signal pour Tommy et un avertissement pour les assaillants. Le message était clair. Les négociations étaient terminées. Bridget revint avec Danny, qui observa la scène dans le salon avec un mélange d'horreur et de satisfaction sinistre.
Papa, qui sont ces gens dehors? L'équipe de nettoyage. Ils sont là pour s'assurer qu'aucun témoin ne survive ce soir. Quel est le plan? Victor regarda son fils avec un respect renouvelé. Danny ne paniquait pas et ne posait pas de questions inutiles. Il était prêt à se battre. On va leur donner exactement ce qu'ils attendent, dit Victor. Et ensuite, on va tous les tuer. La bataille pour la maison de Victor allait commencer. Et il avait l'intention de faire un massacre dont on se souviendrait de toute personne qui a jamais pensé à menacer sa famille. Chapitre 7, le siège. Les premiers tirs sont venus par la fenêtre du salon à 0215 heures, brisant le verre et éclater ce que la famille de Victor s'est caché derrière l'îlot de la cuisine. Mais Victor avait anticipé cela. La maison avait été préparée pendant ce moment il y a des années avec des murs renforcés et des positions de tir stratégiques qui ont transformé sa maison en forteresse. Rapport Tommy. Victor a parlé dans son écouteur en revenant le feu par la fenêtre. Je compte 8 hostiles qui se déplacent dans des équipes coordonnées. Formation militaire définitivement professionnelle. 2 de ma position, mais ils utilisent des grenades fumigènes pour limiter mon efficacité. Victor hocha la tête sombrement. Ce n'étaient pas des voyous de rue ou des tueurs amateurs. C'étaient des opérateurs, peut-être d'anciennes forces spéciales, mais ils avaient fait une erreur critique. Ils attaquaient un homme sur son propre terrain, protégeant sa propre famille. Danny, emmenez ta mère dans la salle sûre. Vous vous souvenez où il se trouve? Derrière une étagère dans votre étude, mais papa, pas d'argument. Allez maintenant. En tant que sa famille se retirait dans la salle cachée que Victor avait construite lors de la rénovation de sa maison, il a évalué sa situation tactique. 8 attaquants, formation professionnelle, armes automatiques. Dans des circonstances normales, ce serait une mission de suicide pour tout opérateur unique. Mais Victor Steele n'était pas des circonstances normales. C'était un homme avec rien à perdre et tout à protéger. Les attaquants utilisaient des tactiques de nettoyage des pièces standards. Mais Victor avait des avantages qu'il ne pouvait pas expliquer. Position de tir caché, murs intérieurs renforcés avec des plaques d'acier, et surtout, une connaissance intime de chaque centimètre du champ de bataille. Il a traversé sa maison comme un fantôme, en utilisant des passages et des lignes de vue qu'il avait mémorisées pendant les années de vie là-bas. Le premier attaquant à travers la porte arrière s'est retrouvé face au fusil de chasse de Victor à la gamme de point de point. Une erreur qu'il ne survivrait pas pour regretter. Cible vers le bas. Victor chuchota dans son micro, 7 restants. Mais les attaquants se sont adaptés rapidement. Les grenades de fumée ont rempli le rez-de-chaussée, réduisant la visibilité à 0. Victor est passé aux lunettes d'imagerie thermique, une autre modification auquel il ne s'attendait pas, et a poursuivi sa chasse mortelle à travers la brume. La seconde, l'attaquant est décédé en essayant de briser l'entrée de la cuisine. Le troisième est tombé sur un piège booby que Victor avait mis pendant sa retraite à l'étage supérieur. À 0230, les chances se sont déplacées, mais la nature de l'engagement aussi. Victor, ils installent quelque chose de grand à l'extérieur. La voix de Tommy portait des tensions. On dirait qu'il se prépare à souffler un trou dans votre mur. Victor maudit silencieusement. Les explosifs changeraient tout. Ces murs renforcés ne résisteraient pas aux accusations militaires. Il avait besoin de terminer cela rapidement avant de descendre sa maison avec sa famille à l'intérieur. Tommy, j'ai besoin que vous créiez une distraction. Attirez leur attention sur le devant de la maison. Copiez cela. Initiez des tirs de diversion en 30 secondes. Victor a utilisé ces 30 secondes pour atteindre la salle où il a trouvé que Bridget et Danny se sont blottis ensemble derrière la porte en acier. Sa femme avait l'air terrifiée, mais Danny a rencontré ses yeux avec une détermination constante. Que se passe-t-il là-bas? Demanda Danny. Nous gagnons, mais ils sont sur le point de dégénérer. J'ai besoin de prendre le combat à eux avant de faire tomber la maison. Papa. La voix de Danny était calme mais ferme. Je veux aider. Victor a regardé son fils de 17 ans. Voir l'homme qu'il deviendrait et l'instinct du guerrier qu'il avait hérité. Vous aidez déjà. En restant en sécurité, vous me donnez la liberté de faire ce qui doit être fait. Il se tourna vers Bridget, qui le regardait avec quelque chose qui approchait de la crainte. C'est ce que vous avez épousé, dit-il simplement. C'est qui j'ai toujours été. Vous ne voulez jamais le voir. Victor, je le sauve. Quand ce sera fini, nous parlerons. Si nous sommes tous encore en vie.
Le détournement de Tommy a commencé par une explosion soutenue de tirs de tireurs d'élite qui a fait couvert les attaquants restants. Victor a utilisé la confusion pour sortir par une porte cachée au sous-sol, émergeant derrière les lignes ennemies avec l'élément de surprise. Ce qui a suivi était une masterclass dans la guerre asymétrique. Victor a traversé son propre quartier comme un prédateur de chasse, en utilisant l'aménagement paysager et les structures qu'il avait étudiées pendant des années comme couverture et dissimulation. Les assaillants se sont retrouvés à combattre un fantôme qui a frappé des ombres et a disparu avant de pouvoir répondre. Le 4e attaquant est décédé en essayant de mettre en place la charge explosive. Le 5e est tombé sur le couteau de Victor tout en se repositionnant autour du périmètre de la maison. À 0245, il ne restait que 3 et leur discipline tactique commençait à se fissurer sous la pression psychologique d'être chassés. L'oreillette de Victor a crépiré. Sirène de police au loin. On dirait que quelqu'un a appelé dans la perturbation. Cela a tout changé. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, ils trouvent une scène de crime complexe avec plusieurs corps et aucune compréhension claire de qui a été victime et de qui était auteur. Victor devait mettre fin à cela avant que les autorités externes ne compliquent la situation. Il a saisi son micro. Tommy, je vais terminer cela dans les 5 prochaines minutes. Lorsque la police arrive, vous n'étiez jamais là. Compris. Victor, ce n'étaient pas des tueurs au hasard. Quelqu'un avec des ressources sérieuses les a envoyés. Victor avait soupçonné autant. Le niveau d'organisation, la qualité de l'équipement, l'exécution professionnelle. C'était une opération militaire déguisée en foyer invasion. Quelqu'un voulait que sa famille soit assez morte pour déployer toute une équipe d'opérateurs. La question était de savoir qui et pourquoi, mais c'était un puzzle pour plus tard. À l'heure actuelle, il avait 3 cibles supplémentaires à éliminer avant l'arrivée de la cavalerie. Alors qu'il se préparait à la phase finale de la bataille, Victor a réfléchi à l'ironie. Il avait passé 8 mois à combattre une guerre à l'étranger, seulement pour rentrer à la maison et combattre la vraie guerre dans sa propre arrière-cour. Mais cette guerre était différente. C'était personnel, et il avait l'intention de le gagner avec des préjugés extrêmes. Chapitre 8. Pas de témoins. Les 3 derniers assaillants s'étaient regroupés derrière la maison du voisin de Victor, en utilisant le hangar de l'arrière-cour de Johnson comme couverture pendant qu'ils prévoyaient leur prochain déménagement. Victor pouvait les entendre se disputer dans des tons silencieux. Les professionnels ont commencé à réaliser que leur mission était devenue catastrophiquement mal. Baz, c'est le chef d'équipe. L'un d'eux a parlé à la radio. L'objectif principal a une formation militaire au-delà de nos renseignements. Demandez une extraction immédiate. La réponse a crépiré. Négatif. Paramètres de mission inchangés. Pas de témoins. Victor sourit. Cynisme dans l'obscurité. Celui qui était derrière cette opération était prêt à sacrifier une équipe entière plutôt que de laisser des extrémités lâches. Cela lui a dit tout ce qu'il avait besoin de savoir sur la profondeur de cette conspiration. Se déplaçant avec un silence d'entraînement, Victor a tourné derrière la position de l'attaquant. Les sirènes de police se rapprochaient, peut-être 5 minutes. Il a dû terminer cela rapidement et proprement, laissant une scène qui soutiendrait sa version des événements. Le premier attaquant ne l'a jamais vu venir. Le couteau de Victor a trouvé sa cible avec une précision chirurgicale et l'homme est mort sans faire de son. 2 à gauche. Les attaquants restants ont réalisé que leur coéquipier était en panne lorsque sa vérification radio est restée sans réponse. Victor les a regardés à travers l'imagerie thermique pendant qu'ils se séparaient, essayant d'établir des champs de feu qui se chevauchent tout en maintenant la communication. Tommy, où les survivants se positionnent? Victor chuchota dans son micro. Un derrière le hangar, à 30 mètres de votre position. L'autre a déménagé dans la rue à l'aide d'une voiture garée à couvert. Ils essaient de vous mettre en place. Victor hocha la tête. Tactique classique, mais ils pensaient comme des attaquants, pas des défenseurs. Ils étaient sur son territoire maintenant, et ils connaissaient chaque ombre, chaque ligne de vue, chaque avantage tactique le quartier offert. Ils se dirigeaient d'abord vers la position de la rue, en utilisant la ligne de couverture de Johnson comme dissimulation. L'attaquant a été accroupi derrière une arme de mini-fourgonnette formée sur le hangar où il s'attendait à ce qu'il émerge. L'homme était professionnel, discipliné et complètement concentré sur la mauvaise zone cible. L'approche de Victor était silencieuse et mortelle. La radio de l'attaquant a crépiré juste au moment où le couteau a trouvé sa gorge. Chef d'équipe, répondez. La police est à 2 minutes.
L'attaquant final, n'entendant aucune réponse de son coéquipier, a fait une erreur critique. Il a brisé la couverture pour enquêter, s'exposant à la position de Victor. Le tir de mise à mort était propre et silencieux, mettant fin à la bataille contre la précision militaire. Victor a rapidement surveillé la zone, collectant des armes et toute identification qui pourrait compliquer l'enquête. Alors que les premières unités de police se tournaient vers sa rue, il était de retour à l'intérieur de sa maison, établissant la scène qui raconterait son histoire. Il a trouvé Thorne toujours vivant, mais inconscient de la perte de sang. Parfait. Un témoin survivant qui pourrait corroborer l'histoire de l'invasion de domicile, au moins partiellement. Victor Zip l'a attaché en toute sécurité et l'a placé là où la police le trouverait. L'histoire officielle serait simple. Les intrus armés avaient tenté de voler la maison, ont pris la famille en otage et ont été combattus par un vétéran de combat protégeant sa famille. Les corps à l'extérieur soutiendraient ce récit, en particulier avec Thorne disponible pour témoigner. Tommy, vous devez disparaître maintenant. Déjà disparu. Mais Victor, j'ai tiré des pièces d'identité de 2 des corps. Ces gars étaient des entrepreneurs travaillant pour les filiales de Blackwater. Ce n'est pas fini. Victor a reconnu l'avertissement et détruit son oreillette avant que la police entoure sa maison. Alors qu'il se dirigeait vers la salle sûre pour récupérer sa famille, il a traité ce que Tommy lui avait dit. Les entrepreneurs militaires professionnels signifiaient de l'argent sérieux derrière l'opération. Plus que la fraude à l'assurance ne pourrait justifier. Quelqu'un voulait que Victor est mort pour des raisons qui sont allées au-delà des problèmes conjugaux de Bridget. Il a trouvé sa femme et son fils exactement où il les avait laissés. Les 2 ont l'air traumatisés mais vivants. Danny se précipita immédiatement pour embrasser son père, mais Bridget se raccrocha, fixant Victor avec un mélange de peur et quelque chose qui approche du respect. Est-ce fini? Danny a demandé. Cette partie est, a répondu Victor. Mais nous devons parler de quoi vient ensuite. Les sirènes de la police étaient maintenant à l'extérieur, et Victor pouvait entendre des officiers établir un périmètre autour de sa maison. Bientôt, il y aurait des questions, des déclarations et des enquêtes. Mais il avait déjà vécu cela dans différents contextes, et il savait comment gérer les entretiens avec les forces de l'ordre. Bridget, dit-il tranquillement, voici ce que vous allez leur dire. Les intrus armés sont intervenus pendant que j'étais déployé. Ils vous ont tenu et Danny en otage pour rançon. Je suis rentré chez moi et j'ai défendu ma famille. C'est ça. Rien sur les polices d'assurance ou les parcelles de meurtre. Mais qu'en est-il de rien? Vous allez vous en tenir à cette histoire parce que c'est la seule chose qui vous empêche de ne pas prendre de prison. Et plus important encore, c'est la seule chose qui garde Danny à l'abri de ceux qui ont envoyé ces entrepreneurs. Bridget hocha la tête frénétiquement. Victor, je sais que vous ne me pardonnerez jamais, mais j'ai besoin que vous le sachiez. Enregistrez-le. Nous discuterons de votre avenir après avoir géré la situation immédiate. Alors que les policiers commençaient à nettoyer la maison, Victor s'est préparé à la phase suivante. La menace immédiate a été éliminée. Mais le complot plus important est resté. Quelqu'un avec des ressources et des liens avait tenté de faire tuer sa famille. Et ils ne s'arrêteraient pas simplement parce que leur première tentative avait échoué. Mais ils ont fait une erreur cruciale dans le jugement. Ils ont essayé d'éliminer le sergent-chef Victor Steele, un homme formé pour identifier et neutraliser les menaces complexes. Maintenant qu'il savait que les ennemis étaient là-bas, il les traquerait avec la même précision méthodique qu'il avait utilisée pour nettoyer sa maison. La guerre était loin d'être terminée. En fait, ça ne faisait que commencer. Chapitre 9. Pas de pitié, pas de pardon. 3 jours après l'invasion de domicile, Victor s'est assis dans le bureau de son avocat en examinant les derniers détails de son règlement de divorce. L'enquête policière avait conclu exactement comme il l'avait prévu, justifier l'autodéfense par un vétéran de combat protégeant sa famille contre les intrus armés. Garrett Thorne, se remettant de la chirurgie, avait confirmé l'histoire en échange d'une phrase réduite sur les accusations d'armes. Mais la vraie entreprise de Victor n'était pas avec les avocats ou la police. C'était avec les gens qui avaient envoyé des tueurs professionnels après sa famille. La compagnie d'assurance pose des questions, a déclaré son avocat, en révisant les documents. Une politique de millions de dollars supprimée juste avant que votre déploiement ne soulève des drapeaux. Laissez-les enquêter, répondit Victor. Ils trouveront exactement ce que nous voulons qu'ils trouvent. Ce qu'ils trouveraient, c'est un sentier en papier menant aux associés criminels de Garrett Thorne. Un régime d'assurance frauduleux qui avait mal tourné lorsque la victime prévue s'est avérée plus dangereuse que prévu.
La véritable conspiration, celle impliquant des entrepreneurs militaires et des employeurs sombres, resterait cachée sous des couches de preuves soigneusement construites. Le téléphone de Victor a bourdonné d'un message sécurisé du colonel. Vérification des antécédents complète. Le petit ami de votre femme ne travaillait pas seul. Suivez l'argent. L'enquête financière avait retracé les paiements à Thorne par le biais d'une série de sociétés écrans, ce qui a finalement conduit à un entrepreneur de défense appelé Meridian Security Solutions. Mais la vraie révélation figurait dans leur liste de clients, les agences gouvernementales, les sociétés étrangères et les particuliers qui ont payé des taux de prime pour la résolution des problèmes. Victor a reconnu le modèle. Il ne s'agissait pas de fraude à l'assurance. Il s'agissait d'éliminer un soldat qui avait trop vu pendant son déploiement. Quelqu'un le voulait mort à cause de ce qu'il pourrait savoir sur les opérations classifiées en Afghanistan. La question était de savoir qui, et cela nécessiterait une enquête plus directe. Ce soir-là, Victor a trouvé Bridget emballant ses effets personnels dans ce qui était leur chambre. Danny était à l'école, leur donnant de l'intimité pour une conversation qu'ils avaient évitée pendant 3 jours. « Je déménage chez ma sœur à Portland », a-t-elle dit sans le regarder. « Les papiers de divorce vous donnent la garde complète de Danny. »« C'est généreux de vous », Victor répondit, sa voix neutre. « Ce n'est pas la générosité, c'est la culpabilité. » Elle a finalement rencontré ses yeux et il vous a vu de véritables remords. « Je sais ce que j'ai fait était un pied de ma famille au moment où vous avez décidé que je devrais mourir. Lorsque Thorne a dit qu'il devrait également être éliminé, j'ai essayé de l'arrêter. Trop peu, trop tard. Je sais. » Elle a fini d'emballer et s'est tenue pour partir. « Victor, qu'est-ce que tu as fait ce soir-là? J'ai finalement compris qui tu es vraiment. Je suis désolé. Je ne l'ai jamais vu auparavant. » « Vous l'avez vu, » dit Victor tranquillement. « Vous ne vouliez tout simplement pas l'accepter. » Après le départ de Bridget, Victor est allé dans la chambre de Danny et a trouvé son fils étudiant à son bureau. L'adolescente leva les yeux alors que son père entra, et Victor a vu une maturité dans les yeux de son fils qui n'y avait pas été il y a une semaine. « Elle est partie », a déclaré Danny. « Ce n'était pas une question. »« Oui, bien. Je ne peux pas lui pardonner ce qu'elle a essayé de te faire. »« À nous. » Victor était assis au bord du lit de Danny. « Fils, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Ce n'est pas fini. Les gens qui ont envoyé ces hommes sont toujours là-bas et ils pourraient réessayer. Alors, que faisons-nous? Nous disparaissons pendant un moment. » Innocence que Danny possède toujours. Militaire pour le traitement du SSPT, offrant une couverture pour ce qu'il prévoyait vraiment de faire. L'expédition de chasse commencerait par Meridian Security Solutions et travaillerait en arrière via leur liste de clients jusqu'à ce qu'ils trouvent la source. Ce serait dangereux, illégal et lui coûterait probablement sa carrière militaire. Mais certaines choses comptaient plus que l'avancement de carrière. Sa famille avait été menacée. Son fils avait été terrorisé. Sa femme avait été manipulée pour trahir tout ce qu'ils ont construit ensemble. Quelqu'un allait payer pour cela. Tous. Victor Steele avait passé 23 ans à servir son pays de soldat. Maintenant, il servirait sa famille comme autre chose. Le juge, le jury et le bourreau pour ceux qui pensaient pouvoir détruire ce qu'il avait construit. La guerre qui avait commencé dans son salon se terminerait lorsque le dernier ennemi a été éliminé. À Victor Steele, n'a jamais laissé des ennemis vivants pour combattre un autre jour. Alors qu'il se préparait à disparaître dans l'ombre du monde de l'intelligence, Victor s'est fait une promesse. Quand il a émergé, sa famille serait en sécurité pour toujours parce que quiconque pourrait les menacer serait mort. Pas de pitié, pas de pardon, pas de survivants. Le soldat allait chasser. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.